Bonjour à tous, ravie d'être avec vous ce matin sur la thématique entretien professionnel et préparer donc le bilan à 6 ans, parce que les premiers entretiens état des lieux démarreront en 2020. Donc, Armelle Desarts, je suis consultante chez Actiforce et responsable de l'activité accompagnement des carrières et des transitions sur la région Centre-Val de Loire en lien avec une équipe de plus de 10 personnes. Moi, j'interviens chez Actiforce donc, depuis 10 ans. Auparavant, j'ai travaillé en service ressources humaines et on a choisi, avec Chantal, que je vais laisser se présenter, de vous proposer un focus sur les préparations, l'entretien professionnel et la perspective du bilan dans 6 ans, en 2020. Donc moi, je suis Chantal Benoît, j'ai rejoint Actiforce il y a plus de 2 ans. Et je suis chef de projet, consultante, conseil RH, audit, coaching et formation. Un petit rappel, un certain nombre des participants, et merci à vous, on est très heureux de vous retrouver sous ce format de webinaire, connaissent Actiforce, mais peut-être, voilà, c'est toujours intéressant de se faire un petit rappel et qui va aussi expliquer ce pourquoi aujourd'hui on intervient avec vous sur ce sujet. Juste avant de faire la présentation Actiforce, en termes de modalités pratiques, pour vous dire que vous avez la possibilité tout au long du webinaire de nous faire des petits messages, donc on essaiera d'y répondre au fur et à mesure de vos questions, et puis voilà, de noter celles sur lesquelles on n'aurait pas répondu dans notre fil de cet échange. Donc Actiforce, c'est un cabinet spécialisé en ressources humaines qui a été créé en 1989, donc nous fêtons cette année nos 30 ans. Nous sommes 48 collaborateurs, principalement des consultants, principalement implantés en région Centre-Val de Loire, des clients qui nous ont fait confiance tout au long de ces années. Notre activité, effectivement, est significative et pérenne, puisque nous avons un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros. Et concrètement, cette activité, c'est grâce au travail que nous faisons avec vous, avec les clients de la région Centre-Val de Loire, mais élargie, sur l'activité recrutement. Donc, plus de 200 missions réalisées au cours de l'année qui s'est écoulée, sur des missions de recrutement traditionnel, mais aussi d'approche directe. Nous sommes, comme je vous le disais, plus d'une dizaine de collaborateurs à intervenir sur l'activité d'accompagnement des carrières et des transitions. C'est toujours intéressant de regarder ce qui s'est passé, et ça veut dire que nous avons accompagné 800 salariés dans le cadre de bilan de compétences ou bien dans le cadre de plans de licenciement ou de mobilité interne. Et puis l'activité effectivement représentée aujourd'hui par Chantal sur la partie formation et conseil sur une année qui s'est écoulée, c'est plus de 1200 jours. Donc c'est avec grand intérêt que l'on intervient avec vous sur ce sujet. Avec une petite remarque complémentaire, Actiforce effectivement fête ses 30 ans, mais a intégré depuis 4 ans, bientôt 5 ans, le groupe Orcom, ce qui a permis de compléter aussi notre offre à votre attention, notamment, alors, groupe Orcom, cabinet d'expertise comptable, et nous avons bien sûr une activité dédiée conseil ressources humaines, et avec des liens très forts sur les collègues sur l'activité en droit social et la partie gestion de paye que nous avons réimpulsée en ce début d'année. Voilà, pour l'activité Actiforce. Bon, on a fait une petite image. Vous voyez ici nos implantations, donc comme on vous le disait, Actiforce principalement région Centre-Val de Loire avec Poitiers, Bordeaux et Paris, et avec bien sûr des liens très très forts avec nos collègues d'Orcom qui ont des implantations sur l'ensemble de la France. Et puis il y a une volonté forte du groupe Orcom d'apporter un niveau de service qui corresponde à la dynamique de l'entreprise, et c'est ce qui nous amène à aujourd'hui avoir des implantations en dehors de la France, et j'irai bien plus loin, en dehors de l'Europe, pour pouvoir proposer des prestations à l'intention de nos clients.
Alors juste pour terminer la présentation, juste pour vous dire que donc on est Datadocké et aussi certifié ISO 9001 versus 2015. Alors, comment va se dérouler ce webinaire? Donc, on va faire un focus sur, plus particulièrement sur l'entretien professionnel avec la loi 2014 et la loi du 5 septembre 2018 avec les nouveautés 2019. Et puis surtout, comment vous, entreprise ou représentant de l'entreprise, un service administratif, RH, vous pouvez y répondre à cette obligation concernant l'entretien professionnel. Donc, on vous en parlera. Et puis, on vous propose de répondre à toutes vos questions. Donc, comme l'a dit Armelle, n'hésitez pas à les écrire en direct. On y répondra donc à la fin. On se laissera un temps d'échange voilà, sur vos questions, sur vos pratiques. Alors, on va démarrer. Alors, l'objectif étant pas de vous préciser tous les éléments de la loi, on n'est pas là pour ça, mais quand même de rappeler quelques éléments de la loi 2014 en ce qui concerne l'entretien professionnel pour après arriver à qu'est-ce qui change en 2019. Alors effectivement, en 2014, après différentes réformes, on a connu ensemble le DIF, est arrivé le CPF. La loi de 2014 renforce et fait apparaître l'entretien professionnel. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. À ce moment-là, on a beaucoup échangé avec les clients en se disant mais c'est quoi la différence avec l'entretien annuel? Je fais déjà un entretien annuel, est-ce qu'il faut que je fasse un entretien professionnel? Quels sont les supports, comment je vais devoir procéder. Bon, on est voilà 5 ans plus tard, il y a un certain nombre d'actions et des choses qui sont mises en pratique largement avec les entreprises. Le rappel, c'est de se dire, il faut que tout salarié qui a un an d'ancienneté ait réalisé un entretien professionnel et que cet entretien doit être réalisé et actualisé tous les 2 ans. Ça s'inscrit dans une dynamique plus globale qui a été relayée, et on va le reprendre ensemble par la loi de 2019, c'est rendre le salarié acteur de son devenir professionnel. Ça, c'est une part très importante. Et l'autre part qui est renforcée, c'est de dire l'entreprise, l'employeur est responsable de l'employabilité de ses salariés. On se le dit ça, et c'est vrai qu'avec Chantal, quand on a préparé, on a fait apparaître des éléments réglementaires, mais dans les fondamentaux de la loi, c'est ça, et c'est ce qui impacte beaucoup de changements, et notamment de posture dans le fait de conduire ces entretiens. Alors, en 2014, la loi dit qu'est-ce qui doit apparaître dans le compte-rendu écrit, on ne l'a pas mis en gras, mais c'est vraiment ça, c'est de se dire qu'est-ce qui doit apparaître dans le compte-rendu écrit. Il doit apparaître des informations concernant le salarié, son âge, sa fonction, son ancienneté, mais aussi les évolutions salariales, qu'elles soient individuelles ou collectives. C'est là qu'il y avait un petit peu de flou, de latitude, parce qu'on s'est souvent posé la question, est-ce que ce sont des évolutions salariales individuelles qui doivent apparaître ou collectives? Bon, à défaut, faire apparaître les deux, c'est toujours important. Et puis, faire apparaître les formations réalisées, dont celle de l'AVE. Et puis, la loi disait, il faut, nous contrôlerons. Alors, elle ne précisait pas comment elle allait contrôler, ça a toujours été le débat. Nous allons contrôler que 2 des 3 mesures qui sont obligatoires auront été appliquées. Qu'est-ce qu'il fallait que le salarié ait bénéficié dans les 2 ans qui se sont écoulés entre 2 entretiens? Une progression salariale ou professionnelle, donc là déjà on introduit un petit peu de flou. Il fallait que la personne, le salarié, ait suivi une formation, obligatoire ou pas, et puis faire état d'acquis de certification. Et la loi disait, il faut absolument que le salarié ait eu 2 de ces mesures. Alors, c'est vrai que la loi de septembre 2018, la loi Avenir professionnel, elle réinsiste sur l'entretien professionnel qui reste une obligation.
Ça change rien. Et ne modifie en rien l'état des lieux qui doit se dérouler pour les premiers entretiens en 2020. Donc ça c'est reprécisé dans la loi 2018. Armelle, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui est maintenu, s'il y a des évolutions, sur quoi portent ces évolutions? Alors, c'est vrai que nous, on a décrypté le sujet en équipe en disant, mais c'est quoi les évolutions principales? Et la loi réinsiste, parce qu'on parlait compétences, mais là, elle dit vraiment, il faut que l'entretien soit concentré sur le projet professionnel. Dans la pratique, je vous laisse déduire que ça peut introduire un petit peu de flou, parce que quand on dit projet, par définition, le projet, il est dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise. Donc, voilà, ça, c'est déjà un point de vigilance dans le fait de conduire les entretiens. Ensuite, il y a un changement majeur qui est pour évaluer les moyens qui ont été mobilisés pour assurer l'employabilité du salarié, on ne tiendra pas compte des formations obligatoires. Ce seront les formations non obligatoires. Nous savons ensemble qu'avec la réforme, ce n'est pas seulement la réforme des entretiens professionnels, c'est aussi la réforme avec la disparition du plan de formation, la mise en place du plan de développement des compétences, la modification des OPCA en OPCO. L'entreprise doit mobiliser des moyens pour des formations non obligatoires. Alors, il y a un petit peu de flou pour dire est-ce que c'est l'entreprise qui a payé les formations ou est-ce que c'est à l'initiative du salarié? Et il se trouve que les formations financées par le CPF, donc à l'initiative du salarié, doivent être spécifiées à cet endroit-là. La difficulté, c'est qu'en tant qu'employeur, si cette formation s'est faite en dehors du temps de travail, vous n'avez pas forcément la visibilité sur ce qui s'est mis en place. Un autre point majeur, c'est le fait d'apporter des informations sur les dispositifs individuels de formation. Et on a vu ensemble, je pense que là j'enfonce une porte ouverte comme on dit, le DIF connu plus ou moins, le CPF, il y a encore un pourcentage très très important de salariés qui ne connaissent pas ce dispositif. Or, la loi dit demain, c'est le moyen de financer la formation du salarié. Alors, il y a de la latitude en dehors ou pendant le temps de travail, mais le fonds mutualisé, c'est le CPF. Je fais tout de suite le lien avec l'obligation pour vous en tant qu'entreprise d'informer sur le CPF de transition. Le congé individuel de formation n'existe plus. Les OPACIF, en tout cas les FONGECIF, n'existent plus. Le CPF de transition va être géré, voilà, les modalités sont encore en précision pour la mise en œuvre, mais en tout cas, c'est bien à l'initiative du salarié, par le biais du financement des OPCO, que seront financés des projets de formation en dehors de l'entreprise. L'entreprise a aussi obligation d'informer sur le conseil en évolution professionnelle. En 2014, le conseil en évolution professionnelle, il avait été initié avec des opérateurs qui étaient déjà acteurs sur le marché de l'emploi en matière d'orientation. Donc classiquement, ça s'est orienté vers le Pôle emploi, vers le FONGECIF, vers les missions locales, vers les Cap emploi. La volonté du législateur cette fois, c'est d'identifier des opérateurs dédiés. Donc, tout ça, c'est en train de se mettre en œuvre pour que ce soit opérationnel en 2020. Mais vous, en tant qu'employeur, il s'agit de préparer déjà cet élément-là sur informer les salariés qu'ils peuvent bénéficier d'un conseil gratuit auprès d'un opérateur de conseil en évolution professionnelle. Et puis, le législateur rappelle la nécessité d'informer sur qu'est-ce que la VAE et qu'est-ce que le bilan de compétences. Nous voyons ensemble que typiquement, ce sont des dispositifs d'ingénierie, formation, que lorsque vos managers doivent mettre en place et mener ces entretiens, ce type de sujet, voilà, il est important de le préparer. On le verra ensemble. On a rappelé ici que la périodicité et le contenu de l'entretien peuvent changer par rapport d'entreprise ou de branche. Et on rappelle ici la nécessité pour vous de mettre en place des entretiens écrits. On a eu certains retours d'expérience avec des salariés qui ont refusé. Je crois qu'on en parlait avec Chantal il n'y a pas très longtemps dans des formations qu'elle animait auprès de managers. Elle disait, mais comment je fais si le salarié refuse de faire l'entretien professionnel? L'entretien annuel, ils y viennent quand même un peu parce qu'il y a la question de la rémunération. Est-ce que c'est le moment où je vais négocier? Bon, l'entretien professionnel, beaucoup de salariés disent, bon, ça sert à quoi?
De toute façon, ça fait déjà des années que j'ai demandé des formations, elles ne sont jamais venues. Donc, l'important, c'est que vous puissiez, vous, faire un compte-rendu écrit et à défaut d'avoir pu mettre en place cet entretien, d'avoir tracé la convocation envoyée aux salariés. On a rappelé, et ça... Les risques, c'est vrai que se pose la question de est-ce qu'il y a des pénalités, quels sont les risques si les entretiens professionnels ne sont pas conduits. On le voit encore aujourd'hui, hein, où c'est vrai que c'est pas simple à mettre en place, ou encore alors on le voit plus dans les TPE hein, qui n'ont pas encore mis en place ces entretiens professionnels. Les risques aujourd'hui, ils sont alors de deux ordres. Hein. Il y a le risque pour les entreprises de plus de 50 salariés, avec un risque d'abondement hein, sur le CPF. Hein. Et puis, il y a aussi un risque dans le cadre de contentieux, hein, où quand tout va bien, mais le jour où il y a un contentieux prud'homal, l'entreprise hein, devra faire la preuve hein, qu'il y a eu ces entretiens professionnels et qu'il y a eu une volonté d'accompagner aussi l'adaptation au poste de travail. Donc, le risque est toujours au niveau d'un contentieux, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et là, effectivement, on a vraiment des regards croisés par rapport à nos activités. Pour ce qui concerne notre activité d'accompagnement dans le cadre de plans de licenciement, on a vu certaines entreprises se trouver en difficulté par rapport à la mise en œuvre de leur projet de réorganisation, où c'était moins le motif économique qui était mis en question, mais le sujet de quels sont les moyens que l'entreprise a mobilisés pour assurer l'employabilité de ses salariés. Et pour vous, en tant qu'employeur, le fait de tracer ces entretiens professionnels constitue un moyen pour répondre à cette obligation. Alors, ce qu'on s'est dit, une fois qu'on a bien lu la loi, c'est concrètement comment on le met en place. Alors nous, on vous fait part hein, de pratiques hein, et de façon synthétique, hein, parce que c'est vrai qu'on a ActiveForce accompagne depuis des années, hein, depuis que ça existe, hein, les entretiens professionnels, et quelle que soit la taille de l'entreprise. C'est vrai que au-delà de répondre à une obligation légale, hein, on peut se contenter de ça, et ben, il faut le mettre en place et on le met. C'est quand même dommage parce que cet entretien professionnel aussi s'inscrit dans ce qu'on peut appeler la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Oui, quel est le projet professionnel du salarié? Parfois, il ne peut pas en avoir, mais comment il s'inscrit dans l'entreprise? Qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qui, en interne ou en externe? Derrière, c'est la question de l'implication, de la motivation. Donc, faire de cet outil un outil de dialogue, de réflexion et d'anticipation. Alors nous, ce qu'on propose, c'est déjà identifier les salariés qui vont en bénéficier, sachant que ça s'adresse à tous les salariés, hein, bien sûr à tous, hein, quel que soit le type de contrat, mais se focaliser sur les salariés qui n'ont pas eu de contrat depuis 2 ans, hein, qui n'ont pas eu d'entretien professionnel depuis 2 ans. Après, vous avez une obligation aussi d'informer les salariés hein, de cet entretien professionnel et d'avoir une traçabilité. Alors, ça peut être lors de l'entretien d'embauche. Hein. Alors, nous, on conseille le livret d'accueil, hein, qui est un outil qui permet de donner de l'information, par exemple sur les valeurs de l'entreprise, sur de la sécurité, mais aussi sur les droits et les devoirs de chacune des parties. C'est vrai qu'on en a parlé avec Armelle, c'est pas toujours simple et ça demande du temps de construire un livret d'accueil. Donc, il peut y avoir hein, d'autres exemples, peut-être d'afficher hein, que les entretiens professionnels seront mis en place. En tout cas, c'est un moyen d'information. Et puis, c'est important pour définir aussi tout le process. Derrière, c'est les questions, c'est qui, quoi, quand, comment, qui conduit les entretiens. Pour nous, et même on le verra après, c'est qui conduit les entretiens. Alors, si on le fait en interne, et on vous proposera d'autres modalités après avec Armelle, mais est-ce que c'est le manager?
Est-ce que c'est le service RH? Est-ce que c'est la personne en charge de l'administratif, RH multicasquette dans les TPE, PME, sachant que le manager, c'est souvent le premier RH hein, dans l'entreprise. Donc, qui le conduit? En tout cas, c'est important de se poser la question. Et puis, à quelle période? Ça doit jamais se faire dans l'urgence. La loi ne précise pas, donc c'est à vous de déterminer, sachant que ça doit être mis en place depuis 2015. Quel support? Papier, informatisé. Il y a une latitude qui est donnée aussi hein, sur qu'est-ce qu'on doit retrouver dans le document ou le support de l'entretien. On doit retrouver au moins la VAE, mais après, il y a une grande latitude. Ce qui est important, c'est, et je crois qu'on le redira plusieurs fois, il ne suffit pas de conduire les entretiens. Ce qui est important, c'est le post-entretien. Parce que c'est un temps d'échange sur le projet professionnel, hein, alors au sens large, hein, que ce soit en interne, en externe, ou s'il n'y a pas de projet professionnel, mais en tout cas, comment le collaborateur s'inscrit dans son avenir. Hein, ce qu'on veut, c'est qu'il soit acteur de son avenir professionnel. Hein. Eh bien, ce qui est important, c'est que tout ce qui va se dire, qu'il y ait une suite, qui peut être soit une orientation hein, en externe ou en interne. S'il y a des demandes, bah, comment on y répond? Et le pire, ce serait de ne pas y répondre. Donc, qui va traiter les entretiens hein, en tout cas, c'est d'y réfléchir. Et puis après, c'est de préparer ces entretiens. Donc, c'est former les personnes qui vont conduire ces entretiens, parce que ce n'est pas un entretien annuel, et c'est une posture particulière. Et si on ne veut pas que ça soit juste pour répondre à une obligation réglementaire et qu'on veut en faire un vrai outil de management ou un vrai outil au service de l'entreprise hein, et au service du collaborateur, il y a une posture à avoir. Et puis après, c'est aussi dans la phase préparatoire, c'est recueillir tous les éléments. Armelle parlait tout à l'heure de est-ce qu'il y a eu des évolutions salariales, des évolutions internes, de la promotion, est-ce qu'il y a des changements de poste, est-ce qu'il y a de la formation, sachant qu'aujourd'hui, quand on parle de formation, la loi est élargie. Ça peut être la formation sur poste de travail, ça peut être du e-learning. Donc, toutes les formations, et très souvent, on oublie que le personnel en a bénéficié et parfois le personnel oublie. Ou le constat qu'il n'y en a pas eu. Hein. Attention, on parle des formations non obligatoires, celles qui ne sont pas obligatoires pour occuper le poste. On parle souvent, par exemple, on pense au CACES ou à des permis que devrait avoir la personne pour occuper le poste de travail. Et aujourd'hui, dans les environnements où il y a beaucoup de réglementations, on intervient dans des environnements très sécuritaires, il y a tout un cursus de formation qui est mis en place régulièrement en lien avec le service qualité. Hein, voilà, quand on travaille pour l'aéronautique, dans le process, il faut que la personne sache faire telle manipulation, c'est validé comme un acte de formation. Pour autant, donc ça sera important de le valoriser dans vos entretiens professionnels. Pour autant, ça ne constitue pas en tant que tel une formation au sens assurer l'employabilité du salarié tel que le définit le législateur. C'est un peu la limite hein, dans cette démarche. Alors, voilà, vous avez le processus, hein, et c'est peut-être déjà ce que vous faites. Alors, est-ce que il y a d'autres moyens de pouvoir répondre à cette obligation de faire cet entretien professionnel et en même temps faire un réel temps d'échange? C'est vrai qu'on s'est interrogé, nous, à ActiveForce, et je laisse Armelle présenter une autre façon d'aborder les entretiens professionnels. C'est ce qui nous a animés aujourd'hui pour vous proposer ce webinaire. L'entretien professionnel, c'est un dispositif qui est connu. On va quand même avoir l'échéance de 2020 qui arrive. Donc 2020, on est au mois de juin, on va se dire que ça va aller très très vite hein, dans le temps. Vous êtes aux prises avec est-ce que le CSE est en route, voilà. Et en même temps, il y a ces dispositifs-là qui sont là à finaliser. Nous avons été sollicités par différents clients pour assurer
par nos consultants en gestion de carrière les entretiens professionnels. Nous avons fait le point sur d'abord voilà, quel était le contexte et quelles étaient les motivations de l'employeur par rapport à ce dispositif. Encore une fois, parce que ça veut dire que voilà, on introduit un consultant externe dans un accompagnement de projets professionnels. Les leviers qui aujourd'hui, mais aussi pour demain, encouragent le fait de faire intervenir des consultants. Et encore une fois, j'insiste, spécialisés en gestion de carrière. Et c'est en ce sens qu'avec Chantal et nos équipes se complètent. Avec l'équipe conseil et formation, vous avez une offre dédiée pour former vos collaborateurs, pour accompagner le service RH sur la construction du process. Nous, sur l'activité gestion de carrière, on va intervenir sur la conduite de l'entretien en tant que tel à destination de vos salariés. Les leviers, c'est aujourd'hui, dans beaucoup de structures, il y a du travail, il y a beaucoup de travail. Les managers de proximité sont effectivement le premier RH, mais sont aussi garants de la qualité, de la satisfaction du client, de servir dans les délais. Et quand on leur dit, bon, alors il y aura l'entretien annuel, l'entretien professionnel, il peut y avoir des goulots d'étranglement et des situations un petit peu complexes. Et certains de nos clients nous ont dit, bon, voilà, nous, ce qu'on souhaite, c'est assurer l'obligation. Et en termes de climat social, il est important que chacun ait le même niveau de qualité d'écoute, de prestation sur la phase d'entretien professionnel. De plus, voilà, le fait de travailler avec ActiveForce, ça nous permet de valider que nos supports sont tout de suite conformes à la loi. Et pour informer, alors quand on nous dit qu'il faut informer sur la VAE, le bilan de compétences, le CPF de transition, voilà, ça reste relativement technique. Eh bien, ActiveForce va pouvoir nous aider à cette étape-là. Et c'est ce que nous avons, ce que nous réalisons, avec peut-être une approche différente lorsqu'il s'agit d'une structure voilà, de plus de 10 salariés ou répondre aussi à des besoins de TPE. Et parce qu'on voit que demain, voilà, quand je suis pharmacien, je travaille tous les jours avec les personnes de mon équipe. Pour autant, parler du projet, c'est une autre posture. Ça amène à parler aussi de conditions personnelles pour pouvoir mettre en œuvre ce projet. Ça amène à se dire dans quel délai je le vois, quelles sont les conditions de mise en œuvre. Bon, voilà, certains de nos clients ont choisi de travailler avec nous pour aborder ce sujet. Pour aborder ce sujet des entretiens et pour les réaliser, il y a des étapes préalables qui sont, je vais dire, les mêmes que si vous aviez dû les mener vous-même. Sauf que nous, on va être aussi attentifs, quand vous êtes dans les plus grandes structures, à avoir l'adhésion du comité de direction. C'est capital. Si on ne porte pas le projet ensemble, ça ne peut pas marcher. L'adhésion de vos représentants du personnel. Et puis, la communication auprès des managers de proximité et des salariés pour se dire qui nous sommes. Ça passe par le biais d'affichage, tout simplement, auprès des salariés. Et puis, auprès de vos instances, au cours de réunions, on fait des présentations. Nous avons et nous réalisons ces entretiens. Les retours d'expérience de la part des comités de direction, c'est de toute façon, nous, on savait qu'il fallait qu'on le fasse. Et puis, en termes d'entretien annuel, en fait, on n'est pas dans les clous. Nos managers viennent d'arriver. On a besoin que tous les collaborateurs, tous les salariés aient le même type d'entretien. Donc ça, c'était des étapes importantes. Les représentants du personnel nous ont dit on avait un peu peur. Et puis finalement, le fait que ce soit des consultants externes, les salariés ont apprécié avoir le même niveau d'information. Ça peut être une étape transitoire. Tout à fait. Qui permet de répondre aux obligations. C'est vrai que quels que soient les moyens que vous utilisez ou les modalités, pour que ça fonctionne, il y a des conditions de réussite. Si on le fait en interne, c'est important qu'il y ait une sensibilisation, une formation des personnes qui vont conduire ces entretiens, parce que quand on parle de projet professionnel, c'est aussi regarder en interne, se poser la question de quelles vont être les orientations d'entreprise, les impacts sur les emplois et les compétences, quelle est notre pyramide des âges, de quoi on a besoin demain, comment chaque collaborateur peut s'inscrire dans ces orientations-là. C'est aussi fidéliser, c'est aussi derrière ces entretiens professionnels, c'est impliquer, c'est motiver.
Et puis aussi, c'est entendre entendre les souhaits des collaborateurs. Et anticiper des situations de changement. Voilà. Donc là, vous verrez dans le document qu'on vous passe des témoignages qu'a mis Armelle sur des exemples d'externalisation des entretiens professionnels, des témoignages de clients. Tout à fait. Merci Armelle. Et donc 2020, c'est demain. Donc ça va être important de préparer déjà 2020 et d'avoir une vision de quels sont tous les éléments du parcours du salarié dans votre entreprise depuis 6 ans, ceux qui sont là depuis 6 ans. Donc ça va être important d'avoir un document de synthèse qui reprend les différents points. Aujourd'hui, à la différence de 2014, ce qu'on va vérifier, c'est est-ce qu'il y a eu un entretien professionnel ou des entretiens professionnels en fonction de la date d'entrée du collaborateur, et puis est-ce qu'il y a eu au moins une formation non obligatoire suivie au cours de ces 6 ans. Donc ça se prépare dès maintenant, 2021. Pour ceux qui 2020, merci Armelle. Ça se prépare dès maintenant. Je vois que l'heure tourne. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à nous faire part de vos pratiques, là où vous en êtes aujourd'hui dans vos entretiens professionnels, ce qui fonctionne bien, les difficultés rencontrées, on est là pour y répondre. Et est-ce que vous avez aussi, où en êtes-vous aujourd'hui par rapport à la préparation de 2020? On a un petit support technique qui nous a voilà. un complément d'information. Alors, il y a une question qui dit, pour le CPF, s'il est fait avec l'accord de l'employeur hors temps de travail, cela peut être pris en compte dans les formations. Oui, parce que dans les formations, ce qu'on veut voir, c'est est-ce qu'il y a un début de validation des acquis ou de développement des compétences. Une deuxième question qui est, qu'en est-il des formations en e-learning ou des formations dites hors plan de formation? Donc, je pense que Chantal, elle vous a apporté les éléments au fur et à mesure de l'échange en disant effectivement, ces formations sont prises en considération. Alors, quand vous parlez hors plan de formation, est-ce que vous parlez du financement? Parce que vous pouvez avoir un financement dans le cadre du plan, votre propre des financements dans le cadre du plan de développement des compétences qui s'appelait avant plan de formation. Et puis, il y a d'autres financements possibles qui sont, par exemple, le CPF. Voilà, j'aurais besoin d'une précision pour répondre à cette question. Il y a une autre question qui dit, en cas de manquement dans la réalisation des entretiens professionnels ou des formations, comment sera mis en œuvre l'abondement du CPF, déclaratif employeur et versement à l'URSSAF, ou à l'issue d'un contrôle? Donc, vous avez vous avez la réponse de votre question, et ça a été l'objet de différentes discussions avec les instances officielles. Oui, c'est à l'issue d'un contrôle. Et c'est toute la limite dans la mise en œuvre de cette loi qui était de dire vous avez un risque de contentieux, sauf que c'est que si le salarié met en place une procédure de contrôle ou si vous avez effectivement un contentieux. Alors, sachant que pour les entreprises, alors dans le cadre d'un contentieux, quelle que soit la taille de l'entreprise, sinon dans le cadre des entreprises de plus de 50 salariés, c'est déjà affiché qu'il y aura un abondement du sur CPF. Les montants. Oui, voilà. Alors, pour être validée, la formation doit être d'une durée minimale. La législation ne précise pas cet aspect-là. Par contre, la loi va vraiment sur le fait de dire qu'il faut engager des formations certifiantes. Et ça peut être un petit bout, une étape, un module vers la certification. En tout cas, nous vous y encourageons. Oui, alors c'est quand même plus large. Je vais apporter des précisions complémentaires quand on parle de formation, parce que ça peut être aussi de la formation
interne à l'entreprise. Ce qui va être important, c'est que derrière formation, ça doit répondre à plusieurs critères comme quel est l'objectif pédagogique? Est-ce qu'il y a un programme déterminé? Est-ce qu'il y a des moyens? Et est-ce qu'il faut qu'il y ait une évaluation des acquis? S'il y a ces critères-là, on peut parler de formation. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus élargi. Alors, que faire quand un salarié refuse d'être formé? Donc, c'est le même processus qu'on évoquait sur j'ai refusé de faire un entretien professionnel, surtout que vous ayez tracé le fait de lui avoir proposé et qu'il ait refusé, effectivement. Autre question d'Amandine. Que se passe-t-il si tous les entretiens professionnels n'ont pas été réalisés? Alors, attendez. Il en manque un. Bah, je vous invite à le réaliser le plus rapidement. Enfin, c'est oui, ça, voilà. C'est dans la bonne. Voilà. Yann a une autre question. Y a-t-il un délai maximal à respecter pour proposer l'entretien professionnel à un collaborateur qui revient d'une longue durée d'interruption? Effectivement, on n'a pas abordé directement là dans l'immédiat, mais on avait noté cette information. Quelles sont les conditions où vous avez obligation de faire un entretien professionnel en dehors de son ancienneté? Effectivement, c'est retour de congé maternité, retour de congé parental, congé d'adoption, congé proche aidant, congé sabbatique, période de mobilité volontaire, arrêt maladie de plus de 6 mois et avec une personne ayant un mandat syndical. La loi ne précise pas sous quel délai vous devez faire cet entretien. Voilà, après, je pense que c'est conseillé de le faire rapidement parce que c'est aussi dans le cadre d'une reprise de poste. C'est l'occasion de donner de l'information aussi sur les changements à venir et comment cette personne qui reprend après un long arrêt s'inscrit dans l'entreprise. Donc, je vous invite à ne pas tarder à le faire, que ce soit un délai raisonnable. Alors, c'est toujours difficile, qu'est-ce qu'un délai raisonnable, mais le retour d'expérience des entreprises sur ce sujet-là, c'est que ça peut être anticipé à la date de retour. Tout dépend du motif d'arrêt. Mais ça peut être anticipé, ça vous permet, vous, de préparer avec cette personne le retour. Alors, question de Jennifer. Est-ce qu'il y a un minimum d'heures à réaliser pour l'action de formation obligatoire? Pour la formation obligatoire, là, en fait, quand on parle de formation obligatoire, c'est les formations auxquelles la personne doit suivre pour occuper son poste de travail. Donc, par exemple, ça va être, on parlait du CACES, des permis, c'est ce qui est le plus connu. C'est vrai que les branches devraient préciser quelles sont les formations obligatoires, non obligatoires. On est aussi en attente d'informations sur qu'est-ce que les formations obligatoires. Alors, la question de Clémence. Le salarié doit avoir eu au moins 3 entretiens avant 2020. Mais est-ce que l'entreprise est sanctionnée si la périodicité tous les 2 ans n'est pas respectée? Exemple, si l'entretien a eu lieu en 2015, 2018 et 2019. À ce stade, ça va être difficile de répondre. La loi ne précise pas ces éléments-là. On n'a aucun élément juridique de jurisprudence puisque l'échéance c'est 2020. Donc, on va voir comment le législateur va réagir. Oui, et on parle de conduire les entretiens. C'est vrai que je n'ai pas vu de texte. On précisait il faut qu'il y ait au minimum 3 ans tous les 2 ans. Voilà, c'est vrai que, comme dit Armelle, c'est un peu tôt. Si on a des éléments, on pourra vous les apporter ultérieurement. Alors Valérie a une autre question. Est-ce que l'on fait une campagne globale pour l'ensemble des salariés en 2020, quelle que soit leur date d'arrivée, ou doit-on faire des entretiens pro chaque année si on a des arrivées tous les ans? Alors ça, c'est un sujet récurrent, une question récurrente que nous avons. D'organisation. D'organisation. J'ai envie de dire, ce qui est important, c'est votre propre organisation et ce qui est le plus simple, sachant que tous les salariés doivent au moins avoir un entretien au bout de 2 ans. Donc, si vous le démarrez plus tôt, pourquoi pas, vous faites mieux que ce que prévoit la loi. Est-ce qu'on pourra vous le reprocher? J'en suis pas sûre. Et c'est vrai qu'on a eu des entreprises qui ont dit, bon, de toute façon, à 2020,
on fait un entretien pour tout le monde parce qu'effectivement, voilà, il y a des gens qui sont arrivés en cours d'année. Ce qui est difficile, c'est de suivre le rythme tous les 2 ans. C'est parce que la vie de l'entreprise, les salariés arrivent et repartent. Et puis, ceux qui seront arrivés en 2015, tous les 2 ans, ça fait 2017. Donc, vous pouvez avoir… Et ça, les accords d'entreprise peuvent être favorables pour votre organisation en disant, voilà, les campagnes d'entretien auront lieu à telle période et telle période. Alors, précision d'Hélène, par rapport à la question, formation hors plan égale une formation sein du groupe avec des durées parfois inférieures à 7 heures, pas d'attestation de formation ni de présence. Moi, je vous invite vraiment, quelles que soient les modalités de formation, si vous voulez les inscrire, et c'est aussi valoriser l'effort de votre entreprise ou du groupe, vraiment qu'il y ait un programme de formation, des feuilles de présence, voire des attestations, parce que ça vous montrez aussi tout l'effort qui est fait en termes de formation. Et ça sera les seuls éléments pour apporter la preuve. Alors, Laura a une question. Quelle modalité de décompte doit être utilisée pour le seuil des 50 salariés? Alors, nous, on ne va pas être spécialiste juridique par rapport à ce sujet-là. En revanche, dans la pratique, le seuil des 50, il n'y a pas une législation spécifique pour l'entretien professionnel, en tout cas à notre connaissance. Le seuil des 50 salariés, c'est pour que c'est valable. À mon avis, est-ce que c'est même par rapport au CSE? C'est la même chose. Voilà. Je lisais encore un article récemment là-dessus. Voilà. Il y a des choses qui sont en train de bouger. On va voir pour considérer que l'entreprise a passé le seuil. Avant, on considérait les effectifs sur 3 ans. A priori, ça serait sur 5 ans. Voilà, ça, sujet à creuser. Question d'Émilie, que se passe-t-il pour les moins de 50 salariés? Alors, je ne sais pas, la question est vague. Est-ce que ça veut dire en termes de… C'est une question en termes de pénalité, est-ce que c'est ça? Alors, si c'est ça, c'est toujours le risque en cas de contentieux pour les entreprises de moins de 50 salariés. S'il y a un contentieux avec un salarié, dans le cadre de l'entretien professionnel, ça s'inscrit dans le cadre de l'obligation de l'employeur d'accompagner le développement et le maintien des compétences des salariés. Alors, Jennifer, doit-on faire le bilan à 6 ans uniquement pour les collaborateurs ayant 6 ans d'ancienneté révolue, pas de bilan pour les salariés ayant moins de 6 ans d'ancienneté? Oui. Le bilan, effectivement, à 6 ans, c'est pour les collaborateurs qui auront eu 6 ans d'ancienneté à minima en 2020. En revanche, vous vous inscrivez dans cette logique en se disant il y aura une phase importante en 2020, mais peut-être qu'il y aura d'autres personnes. L'échéance du bilan sera 2021 parce que ça fera 6 ans en 2021. Ce rythme-là, il est vraiment à suivre. Et soit vous le mettez au global et vous dispensez des éléments d'ancienneté, soit vous vous calez sur l'ancienneté de la personne. Alors, question d'Aline, sur le support de l'entretien professionnel, est-il obligatoire d'afficher des éléments relatifs aux formations réalisées ces dernières années à l'évolution salariale et professionnelle? Alors, c'est vrai que le contenu, sauf s'il est précisé par accord collectif, laisse une certaine latitude aux entreprises, mais sachez qu'au terme de 6 ans de l'état des lieux, il faudra faire le point, en tout cas sur les formations réalisées. Et c'est se poser la question, est-ce que parfois les collaborateurs oublient qu'ils ont eu une formation, ils oublient qu'ils ont eu une évolution, donc ça permet d'afficher ce qui est fait ou pas fait, mais voilà, en tout cas, au terme des 6 ans, il faudra faire un point. Et que ça ne peut pas être que sur des déclaratifs d'entretien. Si vous voulez, vous aussi, être dans l'obligation, dans le respect des obligations, le fait de le tracer sur l'écrit du support est un point important. Alors, question de Zélia, est-ce qu'une formation paye pour un gestionnaire de paye est une formation obligatoire? C'est une vraie question. Alors, je suppose que ces gestionnaires de paye avaient déjà
la formation, les compétences pour occuper son poste. Est-ce que voilà, de quelle formation? Est-ce que c'est de l'actualité, hein, de l'actualité sociale? Mais c'est vrai qu'autour des formations obligatoires, il faudra qu'on ait davantage de précision. Mais si c'est un élément qui permette à la personne d'occuper son poste de travail, on parle de formation obligatoire. Là, je ne pourrais pas te répondre de façon précise. Alors, la formation sauveteur secouriste du travail est-elle une formation obligatoire? Alors, ça va dépendre des postes. De façon générale, on va dire que non, sauf qu'il y a certains environnements très spécifiques en termes de sécurité où ça va être une formation obligatoire. Ce qui recroise avec la question de Zélia ensuite, qui dit « Pouvez-vous expliquer quel type de formation compteront pour le bilan ?» Formation non obligatoire. Des exemples. Des exemples, ça peut être un opérateur de production qui n'a pas obligation d'avoir son CACES, mais qui l'aura passé quand même, ce qui est la différence avec un préparateur de commande ou un cariste. Un manager, le fait d'être formé au management, c'est pas une obligation. Ça peut être, par exemple, pour un chauffeur, avoir ses permis, c'est une formation. S'il doit passer de nouveaux permis, ça peut être une formation obligatoire. Mais par exemple, une formation autour de la gestion des relations clients, ça va être une formation non obligatoire. Pour un commercial, des formations autour de la prospection, des nouvelles formes de prospection avec les réseaux sociaux, c'est pas de formation obligatoire. Voilà, en souhaitant que ça illustre les situations que… Et la question inverse, c'est quelles sont les formations obligatoires? Qu'est-ce qui va définir une formation obligatoire? Nous, notre tour d'expérience, c'est que vous avez des environnements qui sont très cadrés en termes de qualité, en termes de sécurité, et des formations sont obligatoires pour le respect des process. Là, de fait, elles sont définies comme obligatoires. Et après, vous pouvez avoir des accords de branche aussi qui définissent des formations obligatoires. Et si vous le voulez bien, et peut-être ce sera la dernière question, merci à vous, Ségolène demande, faut-il un document différent de l'entretien pro pour l'entretien bilan à 6 ans? C'est une vraie question et on se l'est posé, nous, en interne, et on se l'est posé avec nos clients en se disant, faut-il un document différent? Dans la pratique, on peut peut-être se dire que non. En revanche, dans les éléments à faire apparaître, on s'est dit qu'il était bon que vous puissiez rappeler les dates des précédents entretiens, peut-être les points clés qui en étaient ressortis, pour que le cœur de l'entretien soit, bon, par rapport à ces étapes-là, d'où est-ce que vous en êtes, et y a-t-il d'autres projets, ou bien qu'avez-vous fait par rapport à ces projets-là, et quelles seraient les informations ou les moyens dont vous auriez besoin. On va être obligé d'en arrêter là, Chantal. Oui, même s'il y a d'autres questions. En tout cas, merci. Merci, j'espère que voilà, on a pu apporter répondre à vos questions et apporter un éclairage, ou en tout cas se reposer la question des entretiens professionnels et se préparer à 2020. En tout cas, merci de toutes vos questions, merci de votre participation. On était ravis de passer un temps avec vous qui a duré plus longtemps que prévu. Donc, merci à vous. Sur le support auquel vous avez accès, vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas de façon très ouverte à nous écrire, à Chantal ou moi, sur des questions que vous auriez par rapport, voilà, dans le cadre d'échanges de pratiques sur la mise en œuvre de ces entretiens professionnels. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.